Le village de Saint-Laurent vivait paisiblement depuis des générations. Les fermes s'étendaient sur les collines verdoyantes, les habitants se connaissaient tous, et personne n'aurait imaginé qu'une femme puisse bouleverser leur existence à ce point. Pourtant, quand Marguerite Valette descendit du train ce matin de printemps 1897, quelque chose changea dans l'atmosphère. Elle portait une robe noire parfaitement ajustée, un chapeau à voilette qui dissimulait partiellement son visage et 2 valises en cuir usé. Sa beauté frappait immédiatement, mais ce n'était pas une beauté ordinaire. Ses traits fins et délicats contrastaient avec un regard d'une intensité troublante. À 32 ans, elle dégageait une assurance que peu de femmes possédaient à cette époque. Le propriétaire de l'auberge, Henri Beaumont, fut le premier à lui adresser la parole. Grand homme robuste dans la cinquantaine, veuf depuis 3 ans, il cherchait quelqu'un pour l'aider à gérer son établissement. Marguerite accepta le poste sans hésiter. Elle s'installa dans une petite chambre au 2e étage et commença à travailler dès le lendemain. Les premiers jours, elle accomplissait ses tâches avec une efficacité remarquable. Elle servait les clients avec grâce, tenait les comptes avec précision et nettoyait les chambres avec un soin méticuleux. Henri l'observait, impressionné par son dévouement. Les habitués de l'auberge remarquèrent vite son charme. Elle savait écouter leurs histoires, rire à leurs plaisanteries et leur donner l'impression d'être important. Mais Marguerite ne se contentait pas de séduire par sa présence. Elle étudiait. Chaque conversation lui apprenait quelque chose sur Henri. Elle découvrit qu'il possédait non seulement l'auberge, mais également 3 fermes dans les environs et un compte bancaire bien garni. Veuf sans enfant, il vivait seul et commençait à ressentir le poids de la solitude. 3 mois après son arrivée, Henri invita Marguerite à dîner dans la salle privée de l'auberge. Il avait commandé du vin fin, préparé un repas élaboré et porté son costume du dimanche. La nervosité se lisait sur son visage quand il lui avoua ses sentiments. Marguerite baissa les yeux avec une timidité calculée, puis accepta ses avances. Le mariage fut célébré 2 mois plus tard. Toute la communauté assista à la cérémonie. Les voisins trouvèrent ce mariage précipité, mais personne n'osa formuler de critiques ouvertes. Henri rayonnait de bonheur. Il venait d'épouser une femme magnifique qui semblait sincèrement attachée à lui. Les premières semaines de leur union parurent idylliques. Marguerite gérait l'auberge avec une main de fer. Elle renvoya 2 employés qu'elle jugeait inefficaces et en recruta 3 autres. Elle réorganisa les menus, négocia de meilleurs prix avec les fournisseurs et augmenta considérablement les bénéfices. Henri lui confiait de plus en plus de responsabilités. Puis elle suggéra qu'il serait prudent de mettre certains biens à son nom. Si quelque chose lui arrivait, expliqua-t-elle, elle se retrouverait à la rue. Henri, aveuglé par son amour, accepta sans réfléchir. Il transféra la propriété d'une des fermes à son nom, puis d'une deuxième. L'auberge resta à son nom, mais Marguerite devint co-signataire du compte bancaire. 6 mois après leur mariage, Henri commença à se sentir mal. Des maux d'estomac violents le terrassaient régulièrement. Il perdait du poids, souffrait de vertiges constants, et ses forces l'abandonnaient progressivement. Le médecin du village diagnostiqua une maladie de l'estomac et prescrivit du repos. Marguerite se montra une épouse dévouée. Elle préparait ses repas, lui donnait ses médicaments et refusait que quiconque d'autre s'occupe de lui. Les symptômes s'aggravèrent. Henri vomissait après chaque repas, ses cheveux commencèrent à tomber et sa peau prit une teinte grisâtre. Le médecin restait perplexe face à cette détérioration rapide. Marguerite veillait à son chevet jour et nuit, jouant à la perfection son rôle d'épouse éplorée. Une nuit de novembre, Henri rendit son dernier souffle. Le médecin certifia une mort naturelle due à une défaillance généralisée des organes. Marguerite pleura pendant les funérailles, vêtue d'une robe noire qui lui donnait l'apparence d'une veuve brisée par le chagrin. Les villageois la plaignirent sincèrement. Dès que les formalités furent réglées, Marguerite vendit l'auberge et les fermes. Elle quitta Saint-Laurent avec une fortune considérable, laissant derrière elle des voisins qui la croyaient partie refaire sa vie ailleurs. Personne ne soupçonna la vérité. Henri était mort empoisonné à l'arsenic, administré progressivement dans ses repas pendant des mois. Marguerite s'installa à Lyon pendant quelques mois, le temps de laisser son passé derrière elle. Elle fréquentait les salons bourgeois, tissait de nouvelles relations et cherchait sa prochaine cible. L'argent d'Henri lui permettait de vivre confortablement, mais elle en voulait davantage. Ce n'était pas simplement une question d'avarice. Marguerite éprouvait une satisfaction perverse à manipuler ses hommes, à les séduire puis à les détruire. Elle avait développé cette technique au fil des années. Avant Saint-Laurent, elle avait déjà épousé 2 hommes dans d'autres régions. Le premier, un marchand de tissus à Rouen, était mort dans un accident de calèche dont elle avait saboté les roues. Le deuxième, un notaire de Bordeaux,
s'était noyée dans des circonstances troubles lors d'une promenade en barque. Elle avait hérité de leur fortune à chaque fois, puis avait disparu avant que quiconque ne pose trop de questions. Son prochain objectif se nommait Édouard Lavigne. Propriétaire terrien de 45 ans, il possédait un domaine viticole florissant dans la région de Bourgogne. Marguerite le rencontra lors d'une réception mondaine. Elle se présenta comme la veuve d'un aubergiste, une femme simple qui tentait de s'intégrer dans la haute société. Édouard fut immédiatement charmé par cette contradiction entre son élégance naturelle et son prétendu manque de sophistication. Il l'invita à visiter son domaine. Marguerite accepta avec un empressement mesuré. Durant la visite, elle s'émerveilla devant les rangées de vignes, posa des questions pertinentes sur la production de vin et montra un intérêt sincère pour son travail. Édouard se sentait valorisé. Sa première épouse, morte en couche 10 ans auparavant, n'avait jamais partagé sa passion pour la viticulture. Leur relation progressa rapidement. Édouard voyait en Marguerite une femme intelligente qui pourrait l'aider à développer son entreprise. Elle, de son côté, évaluait méthodiquement sa fortune. Le domaine valait une somme considérable. Édouard possédait également des parts dans une compagnie ferroviaire et plusieurs propriétés à Dijon. Le mariage eut lieu dans la chapelle privée du domaine. Contrairement à Saint-Laurent, peu de personnes assistèrent à la cérémonie. Édouard menait une vie relativement isolée, préférant se consacrer à son travail plutôt qu'aux mondanités. Cette situation convenait parfaitement à Marguerite. Elle s'installa dans le rôle de maîtresse de maison avec son efficacité habituelle. Elle supervisa le personnel, réorganisa la gestion du domaine et convainquit Édouard d'investir dans de nouvelles techniques de vinification. Ses suggestions s'avérèrent judicieuses et la production augmenta sensiblement. Édouard l'admirait de plus en plus, mais Marguerite commençait déjà à préparer sa sortie. Elle persuada Édouard de réviser son testament, arguant qu'en tant qu'épouse, elle devrait hériter de l'intégralité de ses biens. Il accepta sans méfiance. Elle obtint également l'accès au coffre-fort du domaine, sous prétexte de l'aider dans ses affaires. Cette fois, elle décida de changer de méthode. L'empoisonnement lent avait fonctionné avec Henri, mais elle voulait éviter de répéter le même schéma. Trop de morts similaires finiraient par éveiller les soupçons. Elle devait trouver une autre approche. Édouard souffrait de vertiges occasionnels, un problème qu'il attribuait à son travail intensif. Marguerite s'en servit. Elle l'encourageait à visiter les parties les plus élevées du domaine, particulièrement la tour de guet qui surplombait les vignobles. De là-haut, la vue s'étendait sur des kilomètres. Édouard adorait cet endroit. Un soir d'été, elle l'invita à monter admirer le coucher de soleil. Ils gravirent ensemble l'escalier en colimaçon. Arrivée au sommet, Marguerite se plaça stratégiquement près de la balustrade. Elle engagea la conversation, attirant l'attention d'Édouard vers l'horizon. Puis, d'un mouvement rapide et calculé, elle le poussa. Le corps s'écrasa 40 mètres plus bas. Marguerite dévala les escaliers en criant à l'aide. Quand les domestiques arrivèrent, elle sanglotait, expliquant qu'Édouard avait eu un vertige soudain et était tombé avant qu'elle ne puisse le retenir. Les marques sur ses vêtements semblaient confirmer qu'elle avait tenté de le sauver. Personne ne mit en doute sa version des faits. L'enquête conclut à un accident tragique. Marguerite hérita de tout. Elle resta au domaine quelques mois, le temps de vendre la propriété à un prix avantageux. Puis elle repartit, encore plus riche, vers sa prochaine destination. Marguerite décida de s'installer temporairement à Paris. La capitale offrait l'anonymat dont elle avait besoin entre deux mariages. Elle fréquentait les théâtres, les restaurants chics et les cercles d'affaires. Son élégance et son intelligence attiraient de nombreux prétendants, mais elle les écartait tous. Elle cherchait quelqu'un de spécifique. Charles Fontaine correspondait exactement à ce qu'elle recherchait. Industriel prospère de 50 ans, il possédait 3 usines textiles à Lille et environ. Divorcé, sans enfant, il menait une vie de célibataire aisée entre Paris et le Nord. Marguerite orchestra leur rencontre lors d'un dîner d'affaires. Elle se présenta comme une investisseuse intéressée par l'industrie textile. Charles fut intrigué par cette femme qui parlait avec assurance de marché, de rentabilité et de stratégie commerciale. La plupart des femmes qu'il rencontrait ne s'intéressaient qu'à ses biens matériels. Marguerite, elle, discutait avec lui d'égal à égal. Cette différence le séduisit immédiatement. Leur relation se développa sur plusieurs mois. Charles prenait son temps, échaudé par son premier mariage raté. Marguerite ne le brusqua pas. Elle savait que certaines proies nécessitaient plus de patience. Elle visitait ses usines, analysait ses comptes et proposait des améliorations qui augmentaient effectivement sa productivité. Charles commençait à la considérer non seulement comme une compagne, mais comme une véritable partenaire d'affaires. Le mariage fut célébré dans la plus stricte intimité. Charles détestait l'ostentation.
Seuls quelques amis proches et associés d'affaires assistèrent à la cérémonie. Marguerite emménagea dans son hôtel particulier parisien, un édifice imposant du 16e arrondissement. Elle adopta rapidement le rôle d'épouse d'industriel. Elle organisait des réceptions pour les clients de Charles, négociait des contrats en son nom et gérait une partie de ses investissements. Charles lui faisait entièrement confiance. Il modifia son testament pour qu'elle hérite de la moitié de sa fortune, l'autre moitié devant revenir à diverses œuvres de charité. Mais Marguerite voulait tout. La charité ne l'intéressait pas. Elle devait trouver un moyen de s'assurer que l'intégralité de la fortune lui reviendrait. De plus, Charles commençait à parler de prendre sa retraite et de passer plus de temps avec elle. Cette perspective ne lui plaisait guère. Un mari constamment présent compliquerait ses plans futurs. Elle découvrit que Charles prenait régulièrement le train pour Lille afin de superviser ses usines. Le trajet durait plusieurs heures et il voyageait souvent seul. Marguerite vit là une opportunité. Elle convainquit Charles de prendre des vacances à la campagne. Ils louèrent une maison isolée près de la frontière belge. Durant leur séjour, elle suggéra qu'ils fassent des promenades quotidiennes près de la voie ferrée qui traversait la propriété. Charles appréciait ces moments de tranquillité. Un après-midi, alors qu'il marchait le long des rails, Marguerite fit semblant de trébucher. Charles se précipita pour l'aider. Au même moment, elle le poussa violemment vers les rails alors qu'un train approchait. La locomotive le percuta de plein fouet. Marguerite hurla, courant vers le lieu de l'accident. Quand les secours arrivèrent, elle leur expliqua que son mari avait voulu l'empêcher de tomber sur les rails et s'était retrouvé lui-même happé par le train. Les témoins confirmèrent avoir vu une femme courir en criant. L'enquête conclut à un accident tragique causé par un geste héroïque. Marguerite hérita de tout. Le testament révisé quelques semaines auparavant stipulait qu'en cas de mort accidentelle, l'intégralité de la fortune reviendrait à l'épouse. Charles avait signé ce document sans se douter qu'il signait son arrêt de mort. Marguerite vendit les usines, l'hôtel particulier et tous les actifs. Elle était désormais immensément riche. Pour la première fois depuis des années, Marguerite décida de faire une pause. Elle avait accumulé suffisamment d'argent pour vivre luxueusement le reste de sa vie. Mais l'argent n'était pas sa seule motivation. Elle éprouvait un plaisir presque addictif à tromper ces hommes, à leur faire croire qu'ils avaient trouvé l'amour véritable, puis à les détruire. Elle s'installa dans une villa sur la Côte d'Azur, loin des regards indiscrets. Durant 2 ans, elle vécut dans le luxe, profitant de sa fortune sans avoir besoin de travailler pour la maintenir. Elle lisait, voyageait et observait les gens. Cette période de réflexion lui permit d'affiner sa technique. Elle réalisait que sa série de succès reposait sur plusieurs facteurs. D'abord, elle changeait constamment de région, empêchant quiconque d'établir un lien entre les différents décès. Ensuite, elle variait ses méthodes, évitant de créer un schéma reconnaissable. Enfin, elle choisissait des hommes seuls, sans famille proche, qui pourraient enquêter de manière approfondie. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas continuer indéfiniment. Chaque nouveau mariage augmentait les risques. Un jour ou l'autre, quelqu'un pourrait faire le rapprochement. Elle devait donc planifier ses 2 derniers coups avec une prudence extrême. Après 2 années de repos, Marguerite ressentit à nouveau le besoin d'agir. Elle quitta la Côte d'Azur et se dirigea vers l'est de la France, dans une région qu'elle n'avait jamais visitée. Elle s'installa dans le village de Belmont, une communauté agricole tranquille où personne ne la connaissait. Le docteur Philippe Garnier exerçait dans ce village depuis 15 ans. Veuf récent, il avait perdu sa femme d'une pneumonie l'hiver précédent. À 48 ans, il continuait à soigner ses patients avec dévouement, mais sa solitude pesait lourdement sur lui. La maison qu'il avait partagée avec son épouse lui semblait maintenant trop grande et trop silencieuse. Marguerite fit sa connaissance en feignant une migraine sévère. Elle se présenta à son cabinet, expliquant qu'elle venait d'emménager au village. Philippe la trouva immédiatement attirante, mais se montra parfaitement professionnel. Il diagnostiqua une simple tension nerveuse et lui prescrivit du repos. Elle revint quelques semaines plus tard pour un autre problème mineur. Puis encore quelques semaines après. À chaque visite, ils discutaient un peu plus longuement. Philippe appréciait son intelligence et sa culture. Marguerite, de son côté, étudiait sa situation financière. Elle découvrit qu'il possédait non seulement son cabinet et sa maison, mais également un domaine hérité de ses parents. Leur relation évolua naturellement. Philippe l'invita à dîner, puis au théâtre dans la ville voisine. Marguerite acceptait avec une réserve calculée, donnant l'impression d'une femme prudente qui avait été blessée par le passé. Cette vulnérabilité apparente touchait Philippe, qui se sentait protecteur envers elle. 6 mois après leur rencontre, Philippe lui proposa le mariage. Marguerite accepta avec des larmes de joie soigneusement orchestrées. Le mariage fut célébré dans l'église du village,
avec la participation enthousiaste de toute la communauté. Les habitants étaient heureux de voir leur docteur bien-aimé retrouver le bonheur. Marguerite s'installa dans sa nouvelle vie avec son efficacité habituelle. Elle redécora la maison, organisa des réceptions pour les notables du village et aida Philippe dans la gestion administrative de son cabinet. Elle gagna rapidement la confiance et l'affection des villageois. Mais elle préparait déjà sa sortie. Philippe gardait des substances dangereuses dans son cabinet, des médicaments puissants nécessaires pour ses patients mais potentiellement mortels en cas de mauvaise utilisation. Marguerite avait accès à ces produits. Elle commença à élaborer son plan. Le problème était que Philippe, en tant que médecin, comprendrait immédiatement s'il était empoisonné. Elle devait donc trouver une approche différente. Elle décida d'utiliser la digitale, un médicament cardiaque que Philippe prescrivait régulièrement. En dose normale, il régulait le rythme cardiaque. En surdose, il provoquait une crise cardiaque mortelle. Elle attendit le moment propice. Un soir d'hiver particulièrement froid, après une journée épuisante passée à soigner des patients atteints de grippe, Philippe rentra chez lui complètement exténué. Marguerite lui prépara une tisane chaude avec une dose massive de digital dissoute dedans. Philippe but la tisane sans méfiance, reconnaissant pour l'attention de sa femme. 1 heure plus tard, il commença à se sentir mal. Ses battements cardiaques devinrent irréguliers. Sa vision se troubla et il eut des nausées violentes. Marguerite appela immédiatement le médecin du village voisin, jouant à la perfection son rôle d'épouse paniquée. Mais il était trop tard. Philippe mourut avant l'arrivée des secours. Le médecin qui examina le corps diagnostiqua une crise cardiaque massive, probablement provoquée par la fatigue et le stress. Personne ne pensa à chercher plus loin. Philippe était un homme surmené qui avait déjà montré des signes de fatigue cardiaque. Sa mort, bien que tragique, semblait naturelle. Marguerite hérita de tout. Elle resta au village le temps nécessaire pour régler les affaires de Philippe, puis vendit ses propriétés. Les villageois la plaignirent, cette pauvre femme qui perdait son mari après si peu de temps de bonheur. Ils ne savaient pas qu'ils avaient hébergé une meurtrière. Marguerite avait maintenant 42 ans. Elle avait éliminé 4 maris et accumulé une fortune considérable. Elle aurait pu s'arrêter là, vivre confortablement avec son argent jusqu'à la fin de ses jours. Mais quelque chose en elle refusait d'abandonner. Elle voulait un dernier coup, le plus spectaculaire de tous. Elle choisit sa destination finale avec soin, Monaco. Le petit État offrait l'avantage d'une communauté internationale où une femme riche et seule n'attirait pas particulièrement l'attention. De plus, la législation monégasque facilitait certaines transactions financières. Armand Leclerc correspondait exactement à ce qu'elle cherchait pour son dernier exploit. À 63 ans, cet ancien banquier avait bâti une fortune immense grâce à des investissements judicieux. Sans enfant, séparé de sa femme depuis des années, il menait une vie de rentier entre Monaco et la France. Sa fortune dépassait tout ce que Marguerite avait accumulé jusque-là. Elle orchestra leur rencontre avec une précision chirurgicale. Elle se fit présenter lors d'une soirée mondaine, se présentant comme une veuve plusieurs fois remariée qui avait perdu ses maris dans des circonstances tragiques. Cette honnêteté apparente intrigua Armand. La plupart des femmes qu'il rencontrait tentaient de cacher leur passé. Armand était un homme intelligent et méfiant. Il avait survécu dans le monde impitoyable de la finance, en sachant reconnaître les prédateurs. Mais Marguerite avait perfectionné son art au fil des années. Elle ne se montra jamais trop empressée, ne demanda jamais rien directement et se contenta d'être une compagne agréable. Leur relation se développa lentement. Armand menait ses propres enquêtes sur son passé, vérifiant ses histoires de maris décédés. Tout semblait légitime. Marguerite avait été une épouse dévouée qui avait simplement eu la malchance de perdre plusieurs maris dans des accidents ou des maladies. Les documents officiels confirmaient ces dires. Ce qu'Armand ne savait pas, c'est que Marguerite avait anticipé ces vérifications. Elle avait soigneusement construit chaque aspect de son histoire, s'assurant que chaque détail résisterait à un examen approfondi. Les certificats de décès étaient authentiques, les témoins étaient réels, et rien ne suggérait la moindre irrégularité. 2 ans après leur rencontre, Armand proposa le mariage. Mais cette fois, il insista pour un contrat prénuptial strict. En cas de divorce, chacun garderait ses biens. En cas de décès, seulement une partie de la fortune serait léguée au conjoint survivant, le reste allant à diverses institutions caritatives. Marguerite accepta ces conditions sans protester. Elle savait qu'Armand testait sa sincérité. En acceptant ce contrat désavantageux, elle renforçait sa crédibilité. De plus, elle avait déjà planifié comment contourner ses dispositions. Le mariage fut célébré dans l'intimité à Monaco. Marguerite emménagea dans la villa somptueuse d'Armand, un palais moderne avec vue sur la Méditerranée. Elle adopta le rôle d'épouse de rentier.
accompagnant Armand dans ses activités sociales et voyages. Pendant les premiers mois, elle ne fit aucune tentative pour modifier les arrangements financiers. Elle voulait qu'Armand lui fasse pleinement confiance avant de passer à l'action. Elle savait que cet homme était différent des précédents, plus intelligent, plus méfiant, et entouré de conseillers juridiques compétents. Elle commença par se rendre indispensable. Armand souffrait de problèmes de dos chroniques qui l'obligeaient à consulter régulièrement des spécialistes. Marguerite l'accompagnait à tous ses rendez-vous, prenait des notes sur ses traitements et s'assurait qu'il suivait les recommandations médicales. Progressivement, Armand lui délégua la gestion de certains aspects de sa santé. C'était exactement ce qu'elle attendait. Elle convainquit Armand de changer de médecin, prétextant qu'un nouveau spécialiste avait développé des traitements révolutionnaires. Le nouveau médecin, qu'elle avait soigneusement sélectionné, était compétent mais facilement manipulable. Marguerite établit une relation privilégiée avec lui, devenant l'intermédiaire entre le médecin et son patient. Parallèlement, elle travaillait sur l'aspect financier. Elle suggéra à Armand de réviser son testament, non pas pour augmenter sa part, mais pour simplifier la distribution de ses biens. Les arrangements actuels étaient complexes et pourraient créer des complications juridiques. Armand, qui appréciait l'efficacité, accepta de consulter ses avocats. Lors des discussions avec les juristes, Marguerite se montra raisonnable et pragmatique. Elle ne demandait rien pour elle-même, se contentant de suggérer des modifications qui simplifieraient effectivement la gestion successorale. Les avocats furent impressionnés par sa compréhension des questions juridiques et financières. Leur méfiance initiale se dissipa progressivement. Le Nouveau Testament fut signé. Officiellement, les dispositions restaient similaires. Mais Marguerite avait réussi à introduire des clauses subtiles qui lui donnaient beaucoup plus de contrôle. En cas de décès d'Armand, elle deviendrait l'exécutrice testamentaire principale, avec autorité pour gérer la distribution des biens. Cette position lui donnerait le temps et les moyens de détourner une partie substantielle de la fortune avant que les institutions caritatives ne reçoivent leur part. Marguerite était prête à passer à l'acte quand un événement imprévu bouleversa ses plans. Un journaliste parisien préparait un article sur les morts mystérieuses dans la haute société française. En compilant ses recherches, il remarqua un détail troublant. Une même femme apparaissait dans les vies de plusieurs hommes riches décédés dans des circonstances diverses. Le journaliste Paul Mercier était un homme méticuleux. Il commença à creuser plus profondément, visitant les différentes régions où Marguerite avait vécu. À Saint-Laurent, il découvrit que la veuve d'Henri Beaumont s'appelait Marguerite Valette. À Dijon, la veuve d'Édouard Lavigne portait le même prénom et correspondait à la même description physique. À Lille, Paris et finalement Belmont, le même schéma se répétait. Mercier contacta les autorités, mais il se heurta à un problème majeur. Les décès avaient eu lieu dans différentes juridictions, avaient été déclarés naturels ou accidentels, et aucune preuve matérielle ne subsistait. Les corps avaient été enterrés depuis des années. Sans exhumation et sans preuve tangible, personne ne pouvait lancer d'enquête officielle. Frustré par l'inaction des autorités, Mercier décida de publier son article. Il détaillait toute l'histoire, établissant les liens entre les différentes victimes et leurs mystérieuses épouses. L'article fit sensation. Les journaux à travers la France reprirent l'histoire. La presse la surnomma « la mariée noire », en référence à sa robe de deuil qu'elle portait systématiquement après chaque décès. À Monaco, Armand lut l'article avec une inquiétude croissante. Les descriptions correspondaient exactement à sa femme. Il confronta Marguerite qui nia catégoriquement. Elle affirma qu'il s'agissait d'une coïncidence, qu'elle était victime d'un journaliste en quête de sensationnel. Elle pleura, supplia qu'il lui fasse confiance et joua à la perfection son rôle d'épouse calomniée. Armand voulait la croire, mais le doute s'était installé. Il engagea des détectives privés pour enquêter sur son passé. Les résultats confirmèrent les pires craintes. Marguerite était effectivement la femme décrite dans l'article. Elle avait épousé et enterré 4 hommes avant lui. Armand la confronta à nouveau, cette fois avec des preuves irréfutables. Marguerite comprit que le jeu était terminé. Elle ne tenta pas de nier davantage. Au contraire, elle admit tout avec un calme glacial qui terrifia Armand. Elle expliqua sa méthode, ses motivations et même les détails techniques de chaque meurtre. Armand, bouleversé, la menaça d'appeler la police. Marguerite lui rappela froidement qu'il n'avait aucune preuve juridiquement valable. Tout était circonstanciel. Les corps étaient enterrés depuis des années. Les scènes de crime n'existaient plus et les témoins ne pourraient jamais prouver qu'elle avait commis un meurtre. Elle avait raison. Armand consulta ses avocats qui confirmèrent que les chances d'obtenir une condamnation étaient minimes. Le système judiciaire exigeait des preuves concrètes, pas seulement une série de coïncidences suspectes. De plus, Marguerite était désormais son épouse légale.
La procédure serait longue, complexe et probablement infructueuse. Armand choisit une autre voie. Il révisa immédiatement son testament, déshéritant complètement Marguerite. Il engagea également des gardes du corps discrets pour assurer sa protection. Puis, il entama une procédure de divorce décidé à se débarrasser d'elle légalement. Marguerite réalisa qu'elle avait perdu. Pour la première fois de sa carrière criminelle, une victime lui avait échappé. Elle accepta les termes du divorce, récupérant seulement ce qu'elle avait apporté au mariage. C'était frustrant, mais elle restait immensément riche grâce à ses mariages précédents. Après le divorce, Marguerite quitta Monaco. La publicité autour de son cas rendait impossible toute nouvelle tentative de séduction. Les journaux continuaient à publier des articles sur elle, et sa photo circulait dans toute l'Europe. Elle était devenue célèbre malgré elle. Elle s'installa dans un petit village suisse, sous un nom d'emprunt. La Suisse offrait l'avantage d'une discrétion bancaire et d'une certaine protection contre les demandes d'extradition. Elle vécut là plusieurs années, utilisant sa fortune pour mener une existence confortable mais discrète. Les autorités françaises tentèrent à plusieurs reprises de construire un dossier contre elle. Elles exhumèrent les corps de certaines de ses victimes, mais les analyses ne révélèrent rien de concluant. Trop de temps s'était écoulé. Les tissus s'étaient décomposés et toute trace de poison avait disparu depuis longtemps. Le cas le plus prometteur concernait le docteur Garnier. Son corps était le plus récent et les mieux préservés. L'autopsie révéla des traces de digital dans ses tissus, mais les experts ne purent déterminer avec certitude si la dose était intentionnelle ou résultait d'une automédication malheureuse. Philippe avait accès à ce médicament et aurait pu l'ingérer accidentellement. Sans preuve définitive, le procureur abandonna les poursuites. Marguerite resta une femme libre, techniquement innocente aux yeux de la loi, mais condamnée dans l'opinion publique. Elle ne pouvait plus revenir en France sans risquer d'être lynchée par la foule. Marguerite vécut encore 20 ans en Suisse. Elle ne se remaria jamais, ayant compris que cette partie de sa vie était définitivement terminée. Elle investit judicieusement sa fortune, la faisant fructifier au fil des années. Financièrement, elle n'avait aucun souci, mais la solitude pesait. Elle qui avait passé sa vie à manipuler et tromper les autres, se retrouvait maintenant isolée. Les rares personnes qui la fréquentaient ne connaissaient pas son véritable passé. Elle vivait sous une fausse identité, privée de toute connexion authentique avec quiconque. Elle commença à écrire ses mémoires, non pas pour les publier, mais pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Ses écrits révélaient une femme complexe, intelligente mais profondément perturbée. Elle ne manifestait aucun remords pour ses crimes. Au contraire, elle les décrivait avec une fierté clinique, comme un artiste décrivant ses œuvres. Elle analysait froidement les faiblesses de chaque victime, les erreurs qu'elle avait commises et les leçons qu'elle en avait tirées. Pour elle, ces hommes n'étaient pas des êtres humains, mais des cibles, des problèmes à résoudre. Cette incapacité totale d'empathie expliquait comment elle avait pu commettre ces crimes sans hésitation. Avec l'âge, sa santé déclina. Ironiquement, la femme qui avait empoisonné tant d'autres se retrouva clouée au lit par une maladie naturelle. Un cancer l'attaqua progressivement, la rongeant de l'intérieur. Elle refusa tout traitement, acceptant cette mort comme une conclusion appropriée à sa vie. Durant ces derniers mois, elle reçut la visite d'un jeune journaliste suisse qui avait découvert sa véritable identité. Il lui demanda si elle regrettait ses actes. Marguerite réfléchit longuement avant de répondre. Elle admit qu'elle regrettait une chose, avoir été découverte. Si Mercier n'avait pas publié son article, elle aurait pu continuer. Peut-être 5 autres maris, peut-être 10. Elle regrettait cette opportunité perdue. Le journaliste lui demanda si elle pensait à ses victimes, à leur famille, à toutes les vies qu'elle avait détruites. Marguerite haussa les épaules. Ces hommes étaient morts. Leurs familles avaient survécu et hérité de fortunes considérables. Personne n'avait vraiment souffert, selon elle. C'était une logique tordue qui révélait son détachement total de toute morale conventionnelle. Marguerite mourut en 1931, à l'âge de 66 ans. Son décès passa relativement inaperçu. Les journaux français publièrent de brefs articles rappelant ses crimes présumés, mais l'attention du public s'était déplacée vers d'autres scandales. Le monde avait changé. La Grande Guerre avait bouleversé l'Europe, et les crimes d'une veuve empoisonneuse semblaient appartenir à une autre époque. Elle laissa derrière elle une fortune considérable. Son testament stipulait que son argent devait être distribué à diverses œuvres caritatives. Ironie supplémentaire, l'argent volé à ses victimes finit par servir des causes nobles. Des orphelinats, des hôpitaux et des écoles bénéficièrent de ses dons posthumes. Mais son véritable héritage fut plus sombre. Son cas devint une référence dans les études criminologiques. Les psychiatres analysèrent son comportement, tentant de comprendre ce qui avait créé une telle prédatrice. Ils identifièrent plusieurs traits caractéristiques. Absence d'empathie,
intelligence supérieure, capacité de manipulation exceptionnelle et besoin compulsif de contrôle. Les enquêteurs étudièrent sa méthode. Elle avait démontré une patience remarquable, planifiant chaque meurtre sur des mois, voire des années. Elle variait systématiquement ses techniques pour éviter de créer un schéma reconnaissable. Elle choisissait ses victimes avec soin, privilégiant des hommes isolés dont la disparition ne déclencherait pas d'enquête approfondie. Son histoire inspirera d'autres criminels. Au fil des décennies suivantes, plusieurs affaires similaires émergeront. Des femmes épousant des hommes riches, puis les tuant pour leur fortune. Mais aucune n'égalera jamais la sophistication et la réussite de Marguerite. Elle resta unique dans les annales du crime. Le cas souleva également des questions troublantes sur le système judiciaire. Comment une femme avait-elle pu tuer 5 hommes avant d'être finalement découverte? Pourquoi personne n'avait fait le lien entre les différents décès? Les autorités réalisèrent qu'elles devaient mieux coordonner leurs enquêtes entre juridictions. L'affaire Marguerite contribua à moderniser les méthodes policières. Les familles de ses victimes réagirent différemment à sa mort. Certaines éprouvèrent un soulagement, satisfaites qu'elle ne puisse plus nuire. D'autres ressentirent une frustration amère. Elle était morte paisiblement dans son lit, sans jamais avoir payé vraiment pour ses crimes. La justice n'avait jamais été rendue. Armand Leclerc, sa dernière victime manquée, vécut encore 15 ans après leur divorce. Il ne se remaria jamais, traumatisé par son expérience. Il passa le reste de sa vie à aider les autorités à enquêter sur des cas similaires, déterminé à empêcher d'autres hommes de subir le sort qu'il avait évité de justesse. Pour comprendre Marguerite, il faut examiner ce qui la motivait réellement. L'argent était certainement un facteur, mais pas le seul. Elle éprouvait un plaisir pervers dans l'acte de séduction et de destruction. Chaque mariage était un jeu dangereux où elle testait ses limites et ses capacités. Elle choisissait toujours des hommes vulnérables d'une manière ou d'une autre. Henri était seul et désespéré. Édouard cherchait une compagne pour partager sa passion. Charles voulait une partenaire d'affaires. Philippe souffrait de solitude après la mort de sa femme. Armand, malgré sa méfiance, désirait une compagne intelligente. Marguerite identifiait ses failles et les exploitait impitoyablement. Elle se transformait en exactement ce que chaque homme recherchait. Avec Henri, elle était l'employée dévouée devenue épouse aimante. Avec Édouard, la femme cultivée qui partageait ses intérêts. Avec Charles, la partenaire commerciale astucieuse. Avec Philippe, la compagne douce qui comprenait les difficultés de sa profession. Avec Armand, l'égal intellectuel qui ne cherchait pas son argent. Cette capacité d'adaptation révélait une intelligence remarquable, mais aussi une vacuité intérieure troublante. Marguerite n'avait pas de personnalité fixe. Elle était un caméléon qui adoptait le masque nécessaire pour chaque situation. Derrière ces masques, il n'y avait qu'un vide froid et calculateur. Les psychiatres qui étudièrent son cas la diagnostiquèrent comme psychopathe. Elle possédait tous les traits caractéristiques: charme superficiel, manipulation, absence de remords, vision grandiose d'elle-même et incapacité à former des liens émotionnels authentiques. Mais contrairement à beaucoup de psychopathes violents, elle contrôlait parfaitement ses impulsions. Ses crimes n'étaient jamais passionnels. Elle ne tuait pas dans la colère ou la frustration. Chaque meurtre était soigneusement planifié, exécuté froidement et suivi d'une performance convaincante de veuve éplorée. Cette combinaison de sang-froid et de talent d'actrice la rendait particulièrement dangereuse. Dans toute cette histoire, les véritables tragédies sont celles des hommes qui moururent sans savoir qu'ils avaient été trahis. Henri Beaumont, qui avait simplement voulu partager sa vie avec une femme qu'il croyait aimer. Édouard Lavigne, qui pensait avoir enfin trouvé quelqu'un pour partager sa passion. Charles Fontaine, convaincu d'avoir rencontré une véritable partenaire. Philippe Garnier, qui avait ouvert son cœur après le deuil de sa première épouse. Chacun d'eux était mort en croyant être aimé. Cette illusion finale ajoutait une cruauté supplémentaire au crime de Marguerite. Elle les avait non seulement tués, mais elle les avait trompés jusqu'au dernier moment. Aucun n'avait eu la chance de comprendre ce qui leur arrivait vraiment. Leurs communautés respectives gardèrent le souvenir d'hommes estimables emportés tragiquement. À Saint-Laurent, on se souvenait d'Henri comme d'un aubergiste généreux. À Dijon, Édouard restait le viticulteur passionné. À L'Île-et-Paris, Charles était l'industriel visionnaire. À Belmont, Philippe demeurait le médecin dévoué. Quand la vérité émergea finalement, ces communautés durent réviser leurs souvenirs. Les morts qu'ils avaient pleurés comme des tragédies naturelles étaient en réalité des meurtres calculés. Cette révélation choqua profondément chaque village et ville. Les habitants se sentirent trahis, non seulement pour leurs amis décédés, mais aussi pour leur propre naïveté. À Saint-Laurent, certains villageois se souvinrent de détails troublants qu'ils avaient ignorés à l'époque. La rapidité du mariage entre Henri et Marguerite. La manière dont elle avait pris le contrôle de l'auberge.
l'isolement progressif d'Henri de ses amis. Avec le recul, ces signaux d'alarme semblaient évidents, mais personne ne les avait remarqués sur le moment. Les familles éloignées des victimes menèrent leurs propres enquêtes privées après la publication de l'article de Mercier. Un cousin d'Édouard découvrit que Marguerite avait systématiquement vidé les coffres-forts du domaine dans les semaines précédant la mort de son mari. Un neveu de Charles trouva des documents prouvant que Marguerite avait manipulé le testament dans les derniers mois. Ces découvertes alimentèrent leur rage. Elles confirmaient ce qu'ils soupçonnaient. Marguerite avait planifié chaque meurtre longtemps à l'avance. Elle n'avait pas agi impulsivement, mais avec une préméditation froide. Cette révélation rendait ses crimes encore plus monstrueux. L'histoire de Marguerite Valette, la mariée noire, devint légendaire dans les cercles criminologiques. Son cas fut enseigné dans les académies de police à travers l'Europe. Les enquêteurs apprenaient à reconnaître les schémas de prédateurs en série, à coordonner les enquêtes entre juridictions et à ne jamais écarter une mort apparemment naturelle sans examen approfondi. Son succès prolongé révélait les faiblesses du système judiciaire de l'époque. Les différentes régions ne communiquaient pas efficacement entre elles. Les registres d'état civil n'étaient pas centralisés. Une personne pouvait facilement adopter différentes identités dans différentes villes. Ces lacunes permettaient aux criminels habiles d'opérer pendant des années sans être détectés. Après l'affaire Marguerite, les autorités françaises créèrent un système national d'identification. Les décès suspects devaient être signalés à une agence centrale qui pouvait identifier des schémas sur l'ensemble du territoire. Cette réforme, directement inspirée par son cas, empêcha probablement de futurs criminels de répéter ses exploits. Les psychiatres utilisèrent son cas pour affiner leur compréhension de la psychopathie féminine. Historiquement, les études sur les psychopathes se concentraient sur les hommes. Marguerite démontrait que les femmes pouvaient être tout aussi dangereuses, sinon plus, car la société les percevait comme moins menaçantes. Cette perception erronée leur donnait un avantage considérable. Son histoire inspira également des œuvres de fiction. Des romans, des pièces de théâtre, et plus tard des films s'inspirèrent de la mariée noire. Ces œuvres prenaient des libertés avec les faits réels, souvent en dramatisant ou en romançant son histoire. Mais elles contribuèrent à ancrer son mythe dans la conscience collective. Certaines de ces œuvres tentèrent d'humaniser Marguerite, suggérant qu'elle avait été victime d'abus dans son passé ou qu'elle agissait par vengeance contre une société patriarcale. Ces interprétations ignoraient la réalité clinique. Marguerite était une psychopathe qui tuait par plaisir et profit, point final. Tenter de justifier ses actes minimisait l'horreur de ses crimes. 70 ans après sa mort, l'histoire de Marguerite continue de fasciner. Elle représente un cas extrême de manipulation et de tromperie. Sa capacité à séduire, tromper et tuer sans remords défie notre compréhension normale du comportement humain. Nous voulons croire que les monstres sont facilement reconnaissables, qu'ils portent leur mal en évidence. Marguerite prouvait le contraire. Elle ressemblait à n'importe quelle femme élégante de son époque. Elle parlait avec culture, se comportait avec grâce et montrait une intelligence remarquable. Rien dans son apparence extérieure ne trahissait le prédateur qu'elle était réellement. Cette dissonance entre l'apparence et la réalité reste profondément troublante. Son histoire pose également des questions philosophiques difficiles. Était-elle née ainsi ou ses expériences de vie l'avaient-elles transformée en monstre? Les chercheurs débattent encore. Certains indices suggèrent une enfance traumatique, mais les détails restent flous. Marguerite elle-même n'en parlait jamais. Peu importe l'origine de sa pathologie, ses actions restaient inexcusables. Elle avait choisi consciemment de tuer. Elle avait planifié méthodiquement chaque meurtre. Elle avait menti et manipulé sans hésitation. 5 hommes étaient morts à cause de ses décisions. Rien ne pouvait justifier cela. Le débat continue également sur la question de savoir si elle fut vraiment punie. Légalement, elle échappa à toute condamnation. Elle vécut confortablement grâce à l'argent volé à ses victimes. Sa seule punition fut l'exposition publique et l'exil. Pour certains, cela semblait insuffisant. Pour d'autres, vivre 20 ans dans la solitude et l'isolement constituait une forme de justice poétique. Marguerite Valette représente le pire de ce que l'humanité peut produire. Elle incarne la manipulation pure, l'absence totale d'empathie et la préméditation froide. Son histoire nous rappelle que le mal n'est pas toujours évident, qu'il peut se cacher derrière un sourire charmant et des paroles douces. Les 5 hommes qui moururent de sa main ne furent pas ses seules victimes. Leurs familles, leurs amis, leur communauté furent tous blessés par ses actions. L'onde de choc de ces crimes se propagea bien au-delà de ses victimes directes, touchant des centaines de personnes qui durent vivre avec la trahison et le chagrin. Cette histoire nous enseigne la vigilance.
Elle nous rappelle que la confiance doit être gagnée progressivement, pas accordée aveuglément. Elle démontre l'importance de maintenir des liens avec sa famille et ses amis, même en amour. L'isolement progressif des victimes de Marguerite avait été un facteur clé de son succès. Finalement, l'histoire de la mariée noire reste un avertissement intemporel. Les prédateurs existent. Ils peuvent paraître normaux, même admirables. Ils exploitent notre besoin de connexion humaine, notre désir d'amour et de compagnie. Nous devons rester conscients de cette réalité sans devenir paranoïaques. Trouver l'équilibre entre l'ouverture aux autres et la protection de soi.